Moi, j'en veux vraiment, vraiment au gouvernement parce qu'il savait qu'on allait être confinés, il savait qu'il y aurait une deuxième vague et il aurait dû anticiper. Pour nous, commerçants, on ne demande pas l'aumône, nous, on travaille depuis l'âge de 15 ans, on est vraiment, vraiment des travailleurs, on fait 70 heures dans nos salons, on n'a jamais rien demandé à personne. Je suis ici dans le salon de coiffure où précisément Stéphanie Dové, qui est mon invitée du jour, m'a coiffée, vous voyez. C'est un salon de coiffure qui est bien connu à Sevran, notamment de celles et ceux qui habitent le centre-ville. J'ai décidé de délocaliser le Inspiré-Expiré parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les commerçants, les artisans, les entreprises, les TPE, PME en particulier, subissent au fond une deuxième secousse très importante qui suit l'onde de choc qu'avait constitué le premier confinement. On demande juste d'être considérés. On demande juste qu'on nous écoute, qu'on voie, qu'on étudie nos chiffres d'affaires. On ne demande pas qu'ils étudient les chiffres d'affaires de Darty, de la FNAC. Nous, petites PME, petits artisans de base qui a construit la France, on demande que nous, on comprenne notre mode de fonctionnement. Mais je ne comprends même pas que le gouvernement ne comprenne pas notre mode de fonctionnement, puisque c'est lui qui l'a fabriqué et qui nous réclame tant de charges et tant d'impôts tous les ans, tous les mois, sur nos salaires, sur ce qu'on a construit de nos mains, sur le chiffre d'affaires. On arrive à peine à tirer un bénéfice que je redistribue à mes salariés parce que c'est comme ça une équipe, c'est comme ça qu'on marche, nous les artisans. On avance ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de délocaliser le Inspiré-Expiré parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Il y a la crise du coronavirus qui impacte la vie sociale et économique. Et donc j'avais envie qu'on regarde de près les répercussions dans le cadre de ce deuxième confinement qui est un peu particulier parce que c'est un confinement partiel qui ne ressemble pas tout à fait au premier et que les commerçants, les artisans, les entreprises, les TPE, PME en particulier, subissent au fond une deuxième secousse très importante qui suit l'onde de choc qu'avait constitué le premier confinement. Et donc, il faut regarder tout ça de près. Alors, je suis ici dans le salon de coiffure où précisément Stéphanie Dové, qui est mon invitée du jour, m'a coiffée, vous voyez. C'est un salon de coiffure qui est bien connu à Sevran, notamment de celles et ceux qui habitent le centre-ville. C'est un très joli endroit qui fonctionne très bien, qui a une clientèle qui vient et revient et s'amplifie avec des salariés plus nombreux, avec même des murs qui ont été poussés. Donc c'est une réussite sevranesque, ce salon de coiffure. Et pourtant quand nous nous sommes parlé, Stéphanie, il y a 2 jours au téléphone, tu m'as dit que si on va au-delà des 4 semaines, tu peux mettre la clé sous la porte et que d'ores et déjà, il y a une inquiétude très grande sur la façon dont tu peux payer les salaires et faire face dans les jours qui viennent avec cette mesure qui fait que vous êtes obligé de baisser le rideau. Donc moi, ce que j'ai envie avec toi aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre un peu dans le détail comment ça se passe. Comment ça se passe parce que c'est très théorique sinon, on voit bien qu'il y a un problème global. Moi j'ai vu à l'Assemblée nationale voter par La République En Marche des milliards pour des grands groupes économiques sans contrepartie sociale et environnementale et je ressens très fortement, et je lis aussi évidemment dans la presse et je parle avec toi comme avec d'autres, et je vois bien qu'il y a un problème dans ce pays avec des unités plus petites qui font vivre des centres-villes, qui font vivre beaucoup de salariés, de personnel, et qui font aussi la vitalité du lien entre des habitants, et bien que ça, c'est en train d'être mis à mal en profondeur, et donc potentiellement de modifier aussi notre modèle économique, notre modèle de développement, mais pas en bien, c'est-à-dire en faveur des plus gros et en défaveur des plus petits, qui pourtant nous apportent sans doute beaucoup plus que des grands groupes qui, comme des voraces, arrivent même à se mettre plein les poches dans ce moment qui est un moment difficile. Donc, je ne dis pas plus en introduction, mais je commence vraiment par te poser la question, comment tu vois l'annonce par le président de la République de la fermeture, immédiatement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, pour le salon? Pour nous, c'est la fin.
Clairement, c'est la fin parce que on a amputé notre trésorerie, on a fait des crédits, on a tout fait pour le premier confinement, mais vu qu'on a respecté les gestes barrières, qu'on a mis tout en place, on prend moins de clients. Donc le chiffre d'affaires était beaucoup, beaucoup moins fort ces derniers mois. De combien tu dirais que la clientèle a été réduite? Je dirais 15%. 15%. Donc il y a eu les mois de fermeture, les mois de fermeture, total. on a eu 0 euros, enfin on a eu 3 000 euros du fonds de solidarité. 3 000 euros d'aide. 3 000 euros d'aide. Plus le 80% sur les salaires. Plus le 80% sur les salaires. Qui a été versé quand? Qui a été versé 1 mois après que j'ai versé le salaire à mes salariés. Voilà, ça c'est pour le premier. Ensuite, tu reprends l'activité, mais de façon partielle, puisque comme on le voit ici d'ailleurs, comme je l'ai vécu en venant, évidemment, tu as pris des mesures voilà, importantes. On a enlevé tu peux peut-être nous les décrire, les mesures? Alors, on a acheté des peignoirs jetables, des serviettes jetables, on a acheté des gels hydroalcooliques, on a enlevé des fauteuils pour qu'on ait plus d'1 mètre de distance entre chaque coiffeuse. On a ouvert une terrasse dehors si jamais on devait faire patienter des gens. Et on désinfecte nos outils après chaque client. On va dire que c'est pire enfin, pas pire, mais c'est comme un cabinet médical, tellement qu'on fait attention au protocole. Chaque client, chaque fauteuil est désinfecté, chaque outil est désinfecté après chaque client. On lave le soir le salon à la javel à fond, on fait vraiment tout pour que nos clients, qui sont un peu comme notre famille, parce que nos clients, c'est pas des clients de supermarché ou de grande surface, c'est des gens qu'on connaît depuis des années. On coiffe 3 générations, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents. Ces gens-là, on les aime comme si c'était notre famille, donc on ne veut pas leur faire de mal, au contraire, on fera tout pour les protéger. Quand on les reçoit, on fait attention qu'ils aient leur masque, pas pour leur dire attention, pas pour nous, pour eux. On prend soin de chaque personne comme si c'était notre famille. Donc si on résume, c'est tu perds de l'argent pendant le confinement, ça c'est du sec, mais ensuite, sans aucune aide, tu continues à perdre de l'argent parce qu'il faut investir un peu dans du matériel pour faire face aux règles sanitaires, et en plus la clientèle est moins nombreuse parce qu'il faut plus de distance et plus de travail entre chaque client en gros. Voilà, parce que là environ ça me fait 1 000 euros de dépenses par mois supplémentaires pour respecter le protocole sanitaire. L'État, donc pour une PME, c'est impossible, 5 000 euros par mois. Il nous avait dit, au-delà de 5 000 euros, on vous aidera, on vous donnera 2 500 euros. Mais personne, aucune PME va acheter 5 000 euros de stock de gel hydroalcoolique, de masques, de peignoirs jetables. On n'a pas les fonds. Donc on paye tous les mois 1 000 euros, mais on n'a aucune aide, ça c'est sûr. Donc aucune aide depuis le précédent confinement, zéro. À zéro. Zéro. Okay. Donc là, tu rebascules avec déjà en fait un trou dans ta trésorerie. C'est-à-dire que tu as puisé dans tes réserves en fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au premier confinement, le fonds de solidarité en tout était 3 000 euros pour 2 mois de confinement. Nos dépenses, un salon comme moi, de frais de marchandises, de frais de charges, etc., il y en a pour 14 000 euros par mois. Donc en fait, sur les 2 mois de fermeture, on aurait dû faire un chiffre d'affaires de 42 000 euros et on a eu 3 000 euros d'aide. Donc forcément, on a dû piocher dans nos trésoreries, on a dû faire des crédits, on a dû essayer de se débrouiller comme on pouvait pour résister. Et encore, je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui ont fermé, qui n'ont pas pu résister parce qu'ils avaient déjà, eux, une faiblesse. Et qui on leur a refusé les crédits parce qu'ils n'avaient pas, leur entreprise n'était pas assez solide et on leur a refusé les crédits. Donc ces gens-là, déjà, ils sont plus là. Donc c'est vraiment malheureux. Et moi, voilà, j'arrive là, moi j'ai réussi à m'en sortir au premier confinement, mais je ne m'en sortirai pas au deuxième. Ouais, bon, moi ce que je me dis, c'est que si toi tu t'en sors pas au deuxième, il n'y a pas grand monde qui va s'en sortir. Il y a 85 000 salons de coiffure en France qui se trouvent dans une situation plus ou moins similaire à la tienne, mais comme tu étais dans une économie très saine avec une clientèle fidèle et une entreprise bien gérée, si toi tu t'en sors pas, on voit pas comment les autres peuvent s'en sortir. Donc c'est ça qui m'inquiète terriblement, c'est qu'est-ce qui est prévu là, vu de ta fenêtre,
de la part du gouvernement pour aider à passer le cap? Ou qu'est-ce qui n'est pas prévu, évidemment. Mais qu'est-ce que tu vois venir? Alors, ou que tu ne vois pas venir? Alors déjà, je trouve ça très très malheureux qu'on ait toutes les informations à la télé. À aucun moment, on va nous dire, on va nous envoyer, le gouvernement va nous envoyer un mail pour nous dire, voilà, vous avez le droit à ça, on va mettre ça en place. On apprend tout par les médias. On est obligé de se raccrocher à nos députés et à nos maires, heureusement, qui sont là pour nous écouter et nous entendre. On est obligé de se raccrocher à eux pour avoir les informations. Et même vous, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans le flou, qu'on ne vous dit pas. Donc, les informations, on les pioche un peu partout. Donc là, ils nous disent jusqu'à 10 000 euros. Mais on pourra faire... Quoi jusqu'à 10 000 euros? Ils nous aideraient jusqu'à 10 000 euros sur notre chiffre d'affaires. Ils nous verseraient un fonds de solidarité de 10 000 euros. Alors que la dernière fois, le fonds de solidarité était de 3 000. Tout à fait. Là, ils porteraient le fonds de solidarité à 10 000 euros. Tout à fait. Et alors, si toi, tu fais le compte... Alors, 10 000 euros, alors déjà, la demande, on peut la faire que le 1er décembre. Les charges de n'importe quelle entreprise tombent le 5, le 10 et le 15 du mois. Donc, on serait déjà obligé d'avancer, ce qui nous mettrait en porte-à-faux avec nos banques, avec nos marchandises, etc. Parce qu'on devrait des intérêts, puisqu'il faut les avancer, ces sous. D'accord, donc si c'est des cotisations sociales, tu peux surseoir, en disant l'État peut comprendre, mais il y a d'autres types de cotisations. Moi, je pense par exemple au local, ou ce que tu m'as raconté aussi sur tes relations avec L'Oréal. Tout à fait. Comment ça fonctionne alors? Et pour le bâti, enfin le des traites, j'imagine. Alors, j'ai un loyer qui a un crédit, donc je l'ai déjà arrêté une fois. La banque ne m'a pas répondu, je ne sais pas si je peux l'arrêter encore une fois. Voilà, donc je suis dans le flou. Suspendre en fait. Voilà, suspendre le paiement. On ne sait pas, parce que ça, c'était rigueur du premier confinement, mais aujourd'hui, on ne sait pas. L'Oréal, je les ai appelés, ils sont en pourparlers pour savoir si ils vont nous suspendre nos prélèvements. Mais tu peux me redire le chiffre que tu m'as dit au téléphone, parce qu'il est impressionnant. Par mois, à L'Oréal, je donne 4 200 euros. Donc voilà, là, si au mois de novembre, on n'a aucun chiffre d'affaires, 4 200 euros, alors que je n'ai pas travaillé, je ne peux pas les sortir. Voilà, je les sors que si on travaille. Donc, comment faire pour survivre? Je ne sais pas. Je sais pas. Les 10 000 euros, on va les avoir certainement fin décembre. Mais en attendant, j'aurai avancé 11 000 euros de salaire, 14 000 euros de charges et de marchandises. Donc là, il y a à court terme un problème de trésorerie en fait. Ah oui, il y a un gros problème de trésorerie. C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas réussi à anticiper, ce qui était pourtant pas si compliqué à anticiper, le fait que vous deviez payer des salaires et que si la compensation n'arrive que dans 2 mois sur des entreprises fragiles, économiquement, ça ne peut pas rentrer dans la case en fait. Tout à fait. Moi, j'en veux vraiment, vraiment au gouvernement parce qu'il savait qu'on allait être confiné, il savait qu'il y aurait une deuxième vague. Et il aurait dû anticiper. Pour nous commerçants, on ne demande pas l'aumône. Nous, on travaille depuis l'âge de 15 ans. On est vraiment, vraiment des travailleurs. On fait 70 heures dans nos salons. On n'a jamais rien demandé à personne. Mais on demande juste d'être considéré. On demande juste qu'on nous écoute, qu'on voie, qu'on étudie nos chiffres d'affaires. On ne demande pas qu'ils étudient les chiffres d'affaires de Darty, de la Fnac. Nous, petites PME, petits artisans de base qui a construit la France, on demande que nous, on comprenne notre mode de fonctionnement. Mais je ne comprends même pas que le gouvernement ne comprenne pas notre mode de fonctionnement, puisque c'est lui qui l'a fabriqué et qui nous réclame tant de charges et tant d'impôts tous les ans, tous les mois, sur nos salaires, sur ce qu'on a construit de nos mains, sur le chiffre d'affaires. On arrive à peine à tirer un bénéfice que je redistribue à mes salariés, parce que c'est comme ça une équipe, c'est comme ça qu'on marche, nous les artisans. On avance ensemble. Et on n'arrive même pas. Et là, aujourd'hui, il n'a pas anticipé. Il nous dit qu'il n'a pas anticipé, qu'il analysera le 1er décembre, au bout d'1 mois de fermeture. Mais c'est grave. C'est grave. Ouais, puis j'imagine qu'il doit y avoir une incompréhension aussi par rapport à d'autres entreprises qui continuent à être ouvertes.
On sait que des boîtes comme Leroy Merlin, comme Orange, etc., continuent, elles, à ouvrir. Alors j'imagine aussi avec tout un protocole, mais il y a de l'incompréhension sur ce qui est ouvert et ce qui n'est pas ouvert, du coup ce qui est essentiel, ce qui n'est pas essentiel, les entreprises qui de fait se retrouvent ainsi soutenues et celles qu'on laisse quelque part couler. C'est quelque chose que tu discutes aussi avec d'autres, j'imagine que vous parlez beaucoup. Bien sûr, bah, je discute avec beaucoup de commerçants, avec le club des coiffeurs, enfin on est tous... en fait, je pense que le gouvernement, il n'a pas compris. On n'a pas demandé qu'on retire les produits non alimentaires des grandes surfaces, parce que c'est quoi notre but à nous? Tout le monde va faire ses courses, tout le monde va acheter ce qu'il a besoin d'acheter, bon bah voilà. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Quoique les couleurs, peut-être qu'il faudrait les retirer, ça nous éviterait des catastrophes au retour. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais on n'a pas demandé ça. Nous, moi, je trouve qu'on est... c'est de la discrimination. Comment ça se fait que Darty, Leroy Merlin, Jeff de Bruges, SFR, ces magasins qui étaient fermés au premier confinement, sont ouverts aujourd'hui? On a l'impression, nous coiffeurs, mais commerçants, artisans de partout, on a l'impression que nous sommes des pestiférés. Alors que on représente peut-être que 3,5% du PIB, c'est ce que j'ai entendu, mais on est à 90% dans le cœur des Français. On est leur dernier lien social. C'est incroyable de réfléchir comme ça. Ils réfléchissent par rapport au chiffre d'affaires que ces sociétés-là produisent. Combien l'État va pouvoir retirer de gains de ces sociétés-là? Nous, on leur apporte peut-être pas autant d'argent. Alors, au gouvernement, peut-être qu'on leur donne pas autant que ces sociétés-là, mais on donne à nos villes et à toute la communauté beaucoup de choses, plus que de l'argent. Et on n'est pas assez considéré. Ça, c'est clair. Et toi, tu disais, alors, à la fois le local ici, c'est un emprunt que tu as fait. Comment il est gagé, cet emprunt? Alors, comme c'est sur ma maison, sur mes biens, c'est-à-dire que demain, je vais me retrouver à la rue. C'est que les banques vont être obligées de se servir. Je ne peux plus payer. Qu'est-ce que la banque va faire? Saisir ma maison, saisir mes biens, saisir... Et vous êtes très nombreux, en fait, à avoir ce type de mécanisme, c'est-à-dire en fait de prendre le risque sur vos propres biens avec des salaires en plus, des revenus qui sont pas mirifiques quand même pour toi, comme pour beaucoup de chefs d'entreprise de ce type. Alors, presque tous les commerçants artisans, quand ils montent leur commerce, la banque leur demande des garanties. On n'a pas des mille et des cents, donc la chose qu'on peut garantir, ce sont nos maisons, nos voitures, ce qu'on a. Voilà, donc la banque a comme garantie quand même une maison, etc. Mais on estime qu'on peut le faire, qu'on peut le faire. On travaille très dur pour ça, donc on y va. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants et artisans, ils vont se retrouver sans rien. C'est des familles entières qui vont tomber dans la misère. Et quand la misère arrive, quand les gens, les commerçants, les artisans, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus rien à perdre aussi. Ça, il faut le savoir. Il faut vraiment que les gens le sachent. Les commerçants, on a vu des restaurateurs, on a vu plein de commerçants qui disent « Nous, si on perd tout, on n'a plus rien à perdre. » Et je trouve que ça peut être tout à fait connecté aussi par rapport à ce qu'a été la mobilisation des Gilets jaunes, parce que ça peut être des profils de personnes qui étaient soit carrément dans les Gilets jaunes, ou en tout cas très sensibles au mouvement des Gilets jaunes, et que ça touche des territoires, des villes. Alors bon, ici, dans nos banlieues populaires, on ne peut pas dire qu'il y a eu énormément de vagues de Gilets jaunes, mais ce qui est comparable, c'est le fait qu'on est sur des territoires assez désertifiés, en service public, on le sait bien, mais aussi en fait en commerce en centre-ville, on voit que c'est extrêmement difficile de tenir et que ça fait partie de la vitalité de la ville. On le sait à Sevran que quand il y a 30 ans, quand il y avait encore deux grandes entreprises implantées, la Westinghouse et Kodak, c'était une ville où il y avait plus de gens qui venaient travailler que de gens qui vivaient à Sevran. Et maintenant, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que de plus en plus, on avance vers ce qu'on appelle la cité dortoir, c'est-à-dire plus de gens qui vivent ici que de gens qui y travaillent, et un centre-ville qui a du mal
en fait à être vivants, avec des commerces, on en voit, enfin on en connaît, hein, tous qui ont, soit tirent la langue, soit carrément ont essayé, puis ont fermé, puis réessayent, puis ont fermé. Et c'est très dur de voir ça. Enfin, ça correspond aussi à un développement des territoires qui pose problème et sur lequel le mouvement des Gilets jaunes s'est construit et s'est greffé. Je trouve ça très intéressant. Et tu me disais que si on n'y arrive pas, là, il va falloir quand même prendre des initiatives avec la clientèle aussi, qui est avec toi. J'en fais partie, donc tu vois, qui est avec toi, on soutient, et la députée, parce que je suis cliente ici, mais aussi députée d'ici. Comment tu vois ça? Comment tu vois la mobilisation? Tu dis on n'a rien à perdre, et moi ça j'entends, je trouve que c'est un cri extrêmement fort, puissant, et concrètement. Concrètement, quoi qu'il arrive, moi j'ouvrirai le 1er décembre. Alors je suis pas contre, je respecte le gouvernement, je respecte les lois, j'ai toujours respecté. Mais quand on n'a plus le choix, on ne peut plus respecter. On est obligé d'ouvrir. C'est soit on ouvre, soit on meurt. Donc j'ouvrirai le 1er décembre, je vais appeler toutes mes clientes, je vais appeler des amis, je vais appeler les élus, je vais appeler, voilà, pour qu'ils viennent nous soutenir. On va faire avec d'autres commerçants aussi qui vont ouvrir, qui vont décider d'ouvrir parce qu'on n'a pas le choix, on n'aura plus de trésorerie. Donc on ouvrira le 1er décembre, coûte que coûte. Après, si le préfet nous décide d'ouvrir et qu'il décide de me mettre 2000 € d'amende, et bah, il me les mettra, mais j'aurai pas de quoi les payer, donc il viendra saisir ce qu'il y aura chez moi, ma télé, ce qu'il veut, voilà. Donc voilà, mais à un moment donné, on est obligé. On peut pas se taire, on peut pas rester là et subir. C'est dans un pays des droits de l'homme, de la démocratie, c'est interdit. De faire des choses pareilles. Nous, ce qu'on dit depuis le début, même avant qu'il y ait ces annonces, c'est qu'au fond, il aurait fallu prévoir 2 scénarios. Soit il faut impérativement fermer largement parce qu'il y a un danger de contamination qui est trop grand et des hôpitaux saturés, et donc on n'a pas le choix. Alors le gouvernement doit anticiper et ponctionner ceux qui font de l'argent, hein, parce qu'il y en a qui en profitent dans ce moment-là, on le sait, des Amazon, d'autres grands groupes, donc peut-être faire des taxes immédiates très fortes et s'organiser pour que vous n'ayez pas de problème de trésorerie et que vous puissiez passer le cap. Premier scénario, le gouvernement ne l'a pas fait. Deuxième scénario, finalement, on va durablement vivre avec le virus et avec tout le protocole sanitaire que vous avez, c'est tenable, en fait, de pouvoir ouvrir les salons de coiffure et donc de faire en sorte que vous ne soyez pas mis en péril. C'était les 2 scénarios possibles. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement n'a prévu aucun des 2 scénarios. Aucun des 2 scénarios, et quelque part laisse artisans, commerçants partout en France sans possibilité de relever la tête, et que là c'est le cri d'alerte que tu portes et qui concerne à mon avis beaucoup de gens et qui impacte aussi la vie que nous allons, dans laquelle on peut se projeter sur des territoires dans lesquels c'est hyper important d'avoir des artisans et des commerçants. Sinon c'est plus la vie, sinon c'est plus droit à la ville. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il faut savoir aussi qu'au-delà de ça, au premier confinement, quand on a réouvert, nos petites mamies sont revenues dans nos salons, elles n'arrivaient plus à marcher, elles avaient du mal à parler, elles étaient complètement déboussolées. On a réussi, en quelques semaines, à les remettre sur pied, à qu'elles sortent, à qu'elles viennent nous voir. Ça leur donnait un but. Bien sûr. C'est très important, le temps coiffure, qui peut être même hebdomadaire pour des personnes âgées. Ça permet de sortir, ça permet de discuter. On est plus que des coiffeurs, on est là pour eux, on les écoute. Donc c'est hyper important. Il y a souvent des petites mamies qui sont toutes seules chez elles, qui n'ont plus de mari, qui n'ont plus personne et qui restent isolées parce qu'on leur dit surtout venez pas les voir. Donc les enfants vont pas les voir, personne va les voir puisqu'on n'a pas le droit. Le seul lien qui leur restait, c'était nous. On leur a coupé ça. Après, il y a aussi ceux qui travaillent aujourd'hui, donc on laisse les gens travailler. D'accord, on laisse tout le monde travailler sauf nous. Bon, ça, ok, d'accord. Mais les gens qui travaillent, les gens qui se rendent à leur boulot, il faut qu'ils laissent leurs cheveux longs, des racines de 4 cm. C'est bizarre quand même. On leur donne pas un peu de dignité. Même les médecins disent... c'est hyper important le regard de soi, de prendre soin de soi.
ils disent aux malades, prenez soin de vous. Et là, aujourd'hui, on laisse les gens, bah non, prenez pas soin de vous, allez travailler, allez vous coucher et revenez au travail. En Voilà. fait, là, on touche vraiment un des sujets majeurs face à la crise, qui est l'enjeu psychologique, de l'impact psychologique immense de tous les effets de confinement, etc., qui sont liés à la crise sanitaire. Et c'est vrai que ça, c'est pas une petite affaire, quoi. C'est quelque chose de très grand. Et on a l'impression que ça aussi, c'est pas tellement considéré, pris en charge par le gouvernement qui avance de façon très désorganisé. En fait, on a l'impression même qu'il organise parfois la désorganisation et qu'il a une approche qui n'est pas très en rapport avec l'humain. C'est ça. On se demande même des fois si je sais pas, au ministère de l'Éducation nationale, ils ont déjà vu comment fonctionnait un établissement, et si au ministère du Commerce et de l'Artisanat, ils se rendent vraiment compte de ce que c'est que la gestion concrète d'entreprises comme la tienne. C'est ça. Je pense qu'au gouvernement, les ministres, que ce soit même de l'éducation, enfin tous les ministres, on dirait qu'ils sont dans leur bureau, qui se regardent entre eux, dans les yeux, et qui nous pondent des lois, des choses, mais qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on vit au quotidien. Et ça, c'est de plus en plus insupportable. Mais pour toutes les corporations, là je dirais, pour nous les artisans commerçants, mais pour les profs, pour tout le monde, ça devient insupportable. Ils ne sont pas humains. Les gens humains, c'est toi qui te déplaces pour parler avec différentes personnes, pour essayer de comprendre. C'est monsieur le maire, c'est nos élus, c'est eux, ils nous comprennent. Mais même eux, le gouvernement les écoute pas, alors que normalement, il devrait écouter les gens qui vont vers le peuple. Bah non. Ça fonctionne pas comme ça. Non. Pour l'instant. Bon, et ben, on va essayer de faire entendre cette voix très forte, et puis de la défendre, parce qu'il faut impérativement gagner en fait cette bataille et faire en sorte qu'on n'ait pas cette paupérisation magistrale de tant de Français qui sont dans ta situation, et aussi des villes qui ne ressemblent plus à rien. Donc on va le faire, on va se battre et on va gagner. Merci Stéphanie. Merci Clémentine.